7 décembre 1941. Le Japon attaque sans déclaration de guerre au préalable la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. La Seconde Guerre mondiale prend alors tout son sens avec l'ouverture d'un nouveau front dans le Pacifique. Durant 4 années de guerre acharnée, libérant d'île en île de l'emprise japonaise, les Américains eurent raison de leur industrie de guerre. La capitulation nippone en septembre 1945 a été forcée grâce aux bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, même si l'abondance des troupes américaines ne laissait aucun doute peser sur une fin très proche de ce conflit. Un des 3 antagonistes de cette guerre, appartenant à l'axe Berlin-Rome-Tokyo, le Japon s'était étendu à l'est durant les années 30, s'emparant de la Mandchourie, des Philippines et de nombreuses colonies françaises et anglaises, atteignant alors son apogée en 1942, date du tournant de la guerre en faveur des Américains, stoppant ainsi la progression de leur empire. Pour rendre des comptes et marquer les esprits, le procès de Tokyo, ou plutôt le tribunal international pour l'Extrême-Orient, prit place. Ce procès s'est déroulé du 3 mai 1946 jusqu'au verdict le 12 novembre 1948. Ce procès, comme Nuremberg, juge les principaux responsables politiques du Japon, mais aussi se déroule dans une ville symbolique, Tokyo, capitale de l'Empire japonais, chef lieu de toutes les décisions de conquête de cet empire. Nous rencontrons aussi 11 pays juges en conflit avec le Japon. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'URSS, les Pays-Bas, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Philippines, le Canada et l'Inde. Ce procès, nettement moins connu que son équivalent en Europe, Nuremberg, est tout simplement dû à sa sphère d'influence. Ce procès juge un empire situé à l'autre bout du monde et ne nous a pas impactés durant la guerre. C'est pourquoi il ne nous dit que très peu, à nous, Européens. 3 catégories de crimes sont retenues à l'encontre de responsables japonais. Les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cependant, 25 accusés seront traduits dans la catégorie A par le tribunal de Tokyo. Les catégories B et C, eux, traduits par des tribunaux militaires. Le tribunal de Tokyo s'est tout particulièrement intéressé aux opérations militaires et scientifiques japonaises, comme l'invasion de la Mandchourie en Chine, les massacres de populations civiles et de prisonniers militaires, comme au sac de Nankin, les expériences de guerre bactériologiques, la vivisection et l'injection de toutes sortes de produits, notamment de l'unité 731, tristement célèbre, mais qui ne fut que très brièvement mentionnée. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le conflit du Pacifique, la perte d'un soldat correspond à 1000 pertes civiles. Cela est dû au massacre acharné et aux bombardements perpétrés par les forces militaires nippones, à l'encontre notamment des civils chinois, qui à eux seuls représentent plus de 22 millions de morts. Ces atrocités ont permis d'en arriver au verdict suivant. 7 personnes ont écopé de la peine de mort par pendaison. 4 généraux, Muto, Matsui, Kimura, Doihara et 3 ministres. Itagaki, un ministre de la guerre, Hirota, un des 4 premiers ministres, et l'ex-principal premier ministre, Hideki Tojo. Les autres responsables ont écopé de peines allant de 7 ans à la perpétuité. Seul l'empereur Hirohito n'a pas été puni, ni exécuté, ni même jugé pour crime contre la paix, ni crime de guerre. Car son rôle était de reconstruire le Japon. Un Japon meurtri par les années de guerre, de bombardements et de famines. Le condamné aurait attisé la haine des Japonais et aurait engendré une guerre civile. Tant le peuple du soleil levant est attaché à ses dirigeants, considérés comme des dieux vivants. Pour mieux comprendre ces condamnations et le maintien au pouvoir de l'empereur Hirohito, il faut savoir que les États-Unis voulaient gagner la confiance des Japonais. Ils avaient peur qu'ils tombent sous l'influence des Soviétiques, car à peine la Seconde Guerre mondiale finie, de vives tensions furent déjà présentes entre communistes et capitalistes, marquant déjà le début de la guerre froide.